Les décodeurs d'Atlantique Matin, en ce mardi 25 février 2025, je suis ravi d'accueillir sur ce plateau Hicham Lebied à ma gauche, enseignant, professeur universitaire à l'université Hassan Ier de Stade, professeur d'économie. Bonjour, c'est Hicham. Bonjour Adil. D'économie internationale, Ouais, pardon, exactement. pour préciser. Bonjour Nabil. Nabil Adel à ma droite, effectivement, enseignant-chercheur à l'ESCA. Bonjour Nabil. Bonjour. Alors nous allons parler ce matin de deux sujets très importants. Nous allons parler des relations Maroc-France et des relations Maroc-Mauritanie, puisque l'actualité est assez riche sur ces deux questions. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu une sorte de balai diplomatique ces derniers jours, ces dernières semaines, avec des visites de responsables français au Maroc, et notamment dans les provinces du Sud. On a eu la visite de la ministre de la Culture, Rachida Dati, et puis le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est arrivé ce week-end pour une visite prolongée. Il a rencontré le chef du gouvernement, Aziz Akhnouch, et les deux responsables, et tous ceux qui les ont précédés, et aussi les acteurs économiques qui sont venus au Maroc, notamment pour des missions bien précises, ont tous réitéré les éléments de langage qui ont été évoqués notamment lors de la visite du président français Emmanuel Macron. Alors pour commencer, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ce balai diplomatique, oui, en l'occurrence. Est-ce qu'on est dans la continuité d'une logique d'un nouveau partenariat renouvelé entre Rabat et Paris, rien d'anormal, ou est-ce qu'il y a quand même des messages politiques et des symboles que les uns et les autres essaient d'envoyer aux uns et aux autres? Je commence par Nabil Adel, parce que ça fait un bout de temps qu'on n'avait plus entendu ta voix sur cette antenne. Bonjour Nabil. Bonjour. Écoutez, balai diplomatique, on a eu la visite de deux responsables. C'est vrai que la durée est assez courte, mais oui, bon, on n'est pas encore dans le grand balai. Écoutez, vous savez, la politique, c'est surtout ces derniers temps, les choses s'accélèrent d'une manière considérable. Et il y a à peine quelques années, enfin 1 ou 2 ans, on nous invitait ici pour voir pourquoi la France envolait au Maroc et se rapprochait d'Alger au détriment du Maroc. Maintenant, c'est l'inverse. Il faut dire que les choses s'accélèrent d'une manière assez intéressante à observer. Il faut attendre, il faut être prudent, parce qu'il ne faut pas s'emballer. Ça, ce sont les premiers signes. Ça montre qu'il y a un rapprochement. Ce qui renforce le rapprochement, ce sont des projets concrets sur le terrain, au-delà des déclarations des hommes politiques qui peuvent changer au gré de demain. Si le gouvernement Bayrou saute pour une raison ou pour une autre, on peut avoir une autre configuration, même si ça se situe au plus haut niveau de l'État. Mais on n'est pas à l'abri. Mais par contre, ce qui consolide les relations et qui les grave dans le marbre sont les projets. Projets économiques, les projets économiques, les projets d'infrastructure. Ce qui a été fait d'ailleurs dernièrement. Voilà, donc aujourd'hui, quand on reçoit des visites, au-delà des phrases sympathiques qu'on peut lire ça et là, mais quand on creuse, il n'y a rien. C'est vraiment de la phraséologie. De la parlotte. Voilà, maintenant, long-termiste, partenariat permanent. Bon, et il y a 2 ou 3 ans, on disait le contraire. Par contre, ce qui reste, c'est ce qu'on appelle les éléments profonds. Oui. Combien de projets, les échanges économiques, combien d'entreprises françaises viendra s'installer au Maroc, est-ce qu'on va faciliter au Maroc l'accès au marché français, l'histoire des visas, l'assouplissement des visas, des choses concrètes. Là, on peut discuter. Sur tous ces points, est-ce que vous n'avez pas senti un changement de paradigme? Comme on dit tout soon. C'est trop tôt pour juger. C'est trop tôt pour juger. Pour le moment, c'est vrai, on a eu des gens qui ont visité, mais à ma connaissance, à moins que je me trompe, on n'a pas encore parlé de grands projets. Ah bah si, il y a eu des engagements financiers très importants, notamment dans la province du Sud, lors de la mission économique des hommes d'affaires Franchement, français. je vous assure que si vous faites le bilan après des annonces, souvent c'est très maigre. Oui, ça reste des mémorandums d'entente, mais bon, l'intention y est. Bon, l'intention y est. Ce que je veux dire, c'est que en tant que pour les responsables. Vous êtes très très prudent. Hein. Non, écoutez, parce que on a vécu ce feuilleton. Oui. Ça, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Oui. Et qu'est-ce qui restait à la fin? Ce sont des hommes d'affaires et des acteurs qui mettent de la pression sur Paris et sur Rabat, pour apaiser la situation. En dehors de ça, si vous comptez que sur les hommes politiques, ils peuvent changer du jour au lendemain et vous retrouvez avec une nouvelle équipe et puis rebelote et on reprend le discours depuis le début. Hicham Lebied. Alors, moi, je suis très ravi, effectivement, du tournant et de la tournure que prend la relation maroco-française. Effectivement, depuis la visite de M. Macron le 28-30 octobre 2024, les choses sont parties, effectivement, pour reprendre l'expression, je crois, de
Monsieur Macron crée un nouveau livre dans les relations Oui, c'est ce que j'étais en train de noter, maroco-françaises. parce qu'Emmanuel Macron parlait d'un nouveau livre et Gérard Et Larcher, parce qu'on est toujours nouveau dans la symbolique et dans le... C'est dans la rhétorique voilà, un petit peu à la française. Gérard Larcher Mais- parle d'un nouveau chapitre parlementaire dans le cadre du nouveau livre. Là où je suis d'accord avec Nabil, effectivement, c'est le concret qui compte après tout. Bien entendu, peut-être c'est un peu tôt, effectivement, pour faire un bilan, parce que la visite, comme je le disais à l'instant, de M. Macron, c'était fin octobre, donc on était début novembre, on est mi-février. Si on s'attend, effectivement, à ce qu'il y ait des projets français qui se sont concrétisés entre-temps, peut-être il faut rappeler que les relations économiques entre le Maroc et la France, c'est des choses qui marchent très bien. Même qu'on le gèle, effectivement, pendant la crise diplomatique, diplomatique, effectivement, oui. premier partenaire, premier client, deuxième fournisseur, etc. Donc on est en termes de présence française au Maroc, en termes de création d'emplois par des sociétés françaises. N'oublions pas que quelque chose comme 150 000 emplois directs sont créés par des entreprises françaises qui se chiffrent à quelque chose comme 1000 entreprises. Le plus important, il me semble, c'est de conserver effectivement avec prudence, et là je suis tout à fait d'accord, la prudence est de mise. Il ne faut pas s'emballer, il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas s'imaginer que ça va être rose sur toute la ligne. Au moindre pépin, au moindre incident diplomatique, on a vu l'histoire de Pegasus, etc., des choses qui peuvent entacher les relations pour un moins que rien. Donc il faut rester vigilant, mais ça reste quand même quelque chose de très symbolique et très symptomatique justement de la qualité des relations maroco-françaises, ne serait-ce que vis-à-vis de notre voisin d'à côté, qui a tendance à prendre ce qui s'est passé à Addis Abeba comme un moyen de semer j'allais dire le doute dans la diplomatie marocaine. Et ça, il me semble il va falloir effectivement le prendre en compte. Gagner effectivement un poste de vice-présidente à la commission de l'UA, de l'organisation africaine, il me semble que l'Algérie veut effectivement en faire usage pour semer le doute. Et on a vu ensemble effectivement un certain nombre de commentaires, un certain nombre de prises de tête vis-à-vis de la diplomatie marocaine. Je crois que là, ce qui se passe maintenant, entérine encore une fois que ça se passe très bien au niveau de la diplomatie marocaine. Il y a forcément nécessité aussi de revoir les cartes pour aller encore plus de façon plus agressive, on va dire, pour damer le pion sur un certain nombre de registres. Mais pour les relations maroco-françaises, pour l'instant, les grandes institutions françaises sont représentées chez nous, les ministères, effectivement, qui ont de la valeur, on va dire, et surtout les visites... j'allais dire, répétées du patronat français, et ça c'est important, le MEDEF, les représentants du MEDEF, sous forme de délégation ou parfois du one-to-one, se fait régulièrement chez nous, et ça, effectivement, entérine encore une fois la volonté de part et d'autre, effectivement, de donner du concret à Je reviens rapidement sur un élément que vous avez évoqué, même si ce n'est pas le sujet du jour, mais parce que j'ai vu que ça a fait réagir Nabil Adel lorsque... oui, lorsque Hicham Vitz parlait du sommet de l'Union africaine, de ce qui s'est passé dernièrement entre la délégation marocaine et algérienne. Je vous ai vu réagir. Pourquoi? Non, pour moi, c'est un non-événement. Franchement, c'est un non-événement. C'est pas un petit revers quand même diplomatique? Non, quand même, franchement. Je n'ai pas dit que c'est un revers. J'ai dit que l'Algérie a cherché à exploiter ça pour semer moi, je voulais donner la parole à Nabil pour voir un petit peu pourquoi ça l'a fait un petit peu réagir. Moi qui suis d'ordinaire assez critique. C'est vrai, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Franchement, mais pour moi, c'est un non-événement. Franchement, si c'était un autre pays que l'Algérie, on n'en aurait même pas parlé. Ah bah, c'est pas catastrophique, mais c'est un petit revers quand même. Non, franchement, c'est... Bon... Hein? Qu'est-ce que ça change? Pas grand-chose. Pas grand-chose. En fait, dans le fond, si c'était contre un Tunisien ou une Égyptienne ou un Camerounais, non, c'est pour ça, non. C'est pour ça, voilà. Justement, il y a le fond des choses, il y a l'emballage médiatique qu'on leur donne. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça représente comme revers sur la position du Maroc au sein de l'instance africaine? Pas grand-chose, mais ça reste un poste administratif qui pourrait être utilisé à des fins hostiles au Maroc. C'est-à-dire que finalement le Maroc n'est pas aussi fragile que ça pour qu'un poste le déstabilise. Mais par contre, ce que j'en retiens, et je rejoins ce que dit Hicham, mais c'est un moyen de repartir. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi des pays sur lesquels on comptait n'ont pas
n'ont pas voté pour nous. Est-ce que ce sont de véritables... Mais c'est une leçon à apprendre, et puis après, on passe à autre chose. Bon, c'est à mon avis. Alors ça, c'est une petite parenthèse, c'est pas le sujet du jour, mais je reviens donc à la question de la relation France-Maroc, notamment en Afrique, parce que Gérard Larcher l'a évoqué hier. Et lorsqu'on écoute les responsables français parler de cette relation entre Rabat et Paris, dans leur tête, sur le volet économique, c'est très clair. Le Maroc, grâce à ses atouts et son ancrage africain et panafricain, doit être un relais pour les ambitions, entre guillemets, de la France en Afrique subsaharienne. Et la question que je vous l'avais posée avant de rentrer dans le studio, je n'ai pas eu la réponse, mais je vous ai dit de garder la réponse pour nos auditeurs. Est-ce qu'on a forcément, avec nos amis français, des intérêts convergents, communs en Afrique subsaharienne, ou est-ce qu'on a peut-être des ambitions et des intérêts divergents? Alors, la question que vous posez, le Maroc n'est le relais de personne, ni en Afrique ni ailleurs. Le Maroc a son propre agenda, il a sa propre stratégie. Si ça rentre en complémentarité avec certains acteurs, pourquoi pas? Mais il n'y a pas, nous ne sommes pas là pour faciliter l'accès de la France à des pays africains, si c'est ça votre question. Mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, parce que ça dépend comment on présente la chose. Vous savez, quand certaines entreprises viennent s'installer au Maroc, c'est pour faire de la plateforme marocaine un hub ou un relais pour d'autres marchés panafricains, subsahariens. En fait, l'idée ici, c'est quoi? C'est que la France garde sa position. C'est ça, mais différemment. En France. Intelligemment, en Afrique. En Afrique. Pourquoi? D'un point de vue économique, nous ne sommes pas sur le même créneau. Nous, on ne vend pas ce que les Français vendent. Nous ne vendons pas des centrales nucléaires, nous ne vendons pas des Rafales, nous ne vendons pas des grands projets d'infrastructure. Et puis, ce que nous vendons en Afrique, bon, ça intéresse quelques PME françaises, mais bon, on n'est pas non plus, ce n'est pas l'Allemagne et la France qui sont en train de se concurrencer sur un marché. Ouais. Effectivement, il peut y avoir complémentarité sur un certain nombre de sujets. Maintenant, je pense que la vision de la France ne se situe pas dans ce cadre. La France a compris que quelque chose se jouait sur la façade atlantique. A compris qu'il y a quelque chose qui bougeait sur l'axe Lyon-Dakhla avec l'entrée des Émiratis, avec la reconnaissance par Donald Trump déjà en 2020, la précipitation de l'Espagne, l'Allemagne. Donc, ils ont compris que quelque chose se jouait dans cette partie du monde et qu'ils ne voudraient pas être les derniers de la classe. Et que surtout, le Maroc allait être un acteur clé. Non, ça se passe chez nous. Donc, c'est nous qui avons nous sommes les maîtres des clés. Donc, aujourd'hui, venir avec un pas en retard par rapport à l'Espagne, par rapport aux États-Unis ou à l'Allemagne, n'était pas dans l'intérêt des Français. Macron devait gérer la crise avec l'Algérie parce qu'il savait qu'il allait y avoir une réaction. Il la gère toujours d'ailleurs. Il la gère toujours, mais pour lui, bon, ça en vaut la peine. Pourquoi? Macron a fait de la réconciliation avec l'Algérie un axe fondamental de sa politique étrangère, du moins maghrébine. Pendant le premier mandat. Il était candidat en 2017. Il a parlé des crimes de la colonisation, oui. Il s'est rendu à Alger étant candidat. Avec les résultats qu'on connaît. Et voilà. Et avec les résultats qu'on connaît, et beaucoup d'observateurs fins de la politique étrangère française lui ont dit ne vous engouffrez pas dans cette brèche, vous n'allez rien obtenir. On a essayé avant vous et ça ne donne rien, c'est très ancré et c'est un élément que le pouvoir algérien joue dans sa politique extérieure. Vous n'allez rien en tirer. C'est pour ça qu'il y a eu ce virage vers le Maroc qui est beaucoup plus pragmatique et beaucoup plus terre à terre. Et Charles Bied, je vous donne la parole après le journal, parce qu'il est 9h. Karim Drouet, non, c'est Mourad Baba qui nous a rejoint pour le journal de 9h. Nous, on se retrouve juste après pour la suite du débat. À tout de suite. La suite des décodeurs d'Atlantique Matin, toujours avec Nabil Adel et Hicham Le Bied. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 et on parle ce matin en premier sujet des relations Maroc-France. Je vous posais la question à Nabil Adel juste avant le journal sur cette ambition commune peut-être et du Maroc et de la France en Afrique. Et la question que je voulais vous poser justement, c'est de savoir si effectivement il y a des intérêts convergents, des intérêts divergents entre Rabat et Paris. Donc je vous repose la question, Hicham El Bied, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans la convergence des intérêts ou dans la divergence peut-être de certains intérêts? Alors, pour ce que vous avez avancé tout à l'heure en parlant de relais, l'idée effectivement qui me taraudait depuis tout à l'heure, c'est que
le principe, c'est d'aller vers une forme de co-branding, de co-développement. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on parle de la France ou de l'Espagne vis-à-vis du Maroc, ça a toujours été cette histoire, effectivement, de changer un petit peu le fusil d'épaule, de partir sur de nouvelles modalités, un nouveau paradigme, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les relations maroco-françaises ou maroco-espagnoles. Pour l'Afrique, il me semble, et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Nabil, effectivement, on n'est pas sur le même domaine stratégique, on va dire, en termes de spécialisation internationale, en termes de positionnement. Ceci n'empêche effectivement que les entrées que le Maroc a en Afrique et les nécessités pour la France de redorer son blason, parce que n'oublions pas effectivement que l'image de la France s'est beaucoup ternie ces dernières années, et il fallait effectivement trouver le moyen, une espèce de cheval de Troie pour pouvoir repartir à la reconquête effectivement de l'Afrique. Et le Maroc se présente effectivement comme un bon support justement de cette reconquête que la France cherche. Je disais que le principe du co-branding ou co-développement me semble tout à fait aller dans une approche win-win entre le Maroc et la France pour aller effectivement vers l'Afrique, des projets dans les énergies renouvelables, des projets dans l'infrastructure, des projets effectivement dans le mobile banking, etc. Donc le développement de l'innovation, de l'intelligence artificielle, effectivement des projets qui pourraient intéresser et le Maroc et la France pour effectivement vers l'Afrique. Maintenant, revenons sur le territoire marocain qui nous intéresse au plus haut niveau. Il me semble que la tournure que prend effectivement les relations maroco-françaises augure de très belles choses. Mais avec Nabil tout à l'heure en off, on le disait, ce qui reste, c'est du concret. Le concret, et il faut qu'on arrive effectivement à le concrétiser le plus tôt possible. N'oublions pas effectivement que les choses peuvent changer à mi-parcours, des ministres peuvent partir, des gouvernements peuvent partir, même un président, il est en partance en 2027, hein, Macron, il va quitter, donc il faut qu'on soit encore plus agressif, encore plus exigeant, on va dire, des Français pour qu'on puisse effectivement donner du sens, donner effectivement du concret à travers ces déclarations d'intention. Et bien entendu, les chantiers qui nous attendent par rapport à la Coupe du Monde 2030 semblent être justement cette façon d'accélérer un petit peu le processus et de pousser les Français à rester, j'allais dire, égaux à eux-mêmes par rapport à un discours vrai, authentique vis-à-vis du Maroc. Il ne faut pas à chaque fois qu'on change effectivement de symphonie ou qu'on tombe dans la cacophonie. Il faut que les Français comprennent que la position du Maroc ne va pas changer et que le prix, effectivement, tel qu'il a été présenté par Sa Majesté, doit rester justement cette ligne directive justement, incontestable. En parlant de prisme, et vous semblez aller converger vers une seule et même conclusion, à savoir que ce qui compte effectivement, ce sont les projets concrets. Les déclarations d'intention et les déclarations des politiques sont ce qu'elles sont, des déclarations. Mais justement, en revenant à cette question du prisme, le politique, il est là pour être au service de l'économique. Et dans ce sens, côté marocain, il y a la question, en tout cas le prisme du Sahara qui conditionne tout le reste. Et côté français, est-ce que vous ne voyez pas justement que les déclarations des uns et des autres, celles d'Emmanuel Macron et des autres responsables politiques, sont là aussi pour donner une garantie aux acteurs économiques, pour donner le là à une vision, à une politique économique long-termiste? Nabil Adel. Comme disait Jacques Chirac, les engagements, Oui. enfin les promesses, N'engagent que ceux qui y croient, pas ceux qui les donnent. Mm. Donc c'est une bonne chose, hein. C'est un bon départ de commencer par des déclarations positives. Maintenant, encore une fois, nous sommes à l'échelle d'État. Okay. À l'échelle d'État, vous avez des contingences, vous avez des obligations réciproques, et nous, on ne va pas se focaliser sur l'histoire ou le devoir mémoriel ou autre. Non, nous voulons du projet, nous voulons de l'avenir. La France peut aider dans ce sens. La France a une grande expérience, notamment pour tout ce qui est infrastructure des grands événements sportifs. Elle peut donner un coup de main pour le Maroc. Le Maroc a une grande expérience sécuritaire. Donc, ce sont autour de ces sujets qu'il faut discuter. Qu'est-ce que je vous donne et qu'est-ce que vous me donnez? Quelles sont les concessions que vous faites ici? Quelles sont les concessions que je fais là? Pour faire avancer le partenariat. Nous ne sommes pas sur des pays de même taille en matière économique, mais où il y a des choses intéressantes à faire. Maintenant... Mais la puissance, pardon, si je peux me permettre, elle peut prendre différentes formes. Si vous n'avez pas je parle économique. Oh oui, je sais. Si vous n'avez pas la puissance économique, vous pouvez avoir la puissance en termes d'influence, notamment sur le continent africain. C'est ce que j'ai dit. Donc, d'un point de vue... Je n'ai pas dit que vous ne l'avez pas dit. D'un point de vue économique, donc, nous ne sommes pas sur les mêmes tailles.
Mais cela dit, il y a des choses où la France peut aider le Maroc à accélérer son développement. Okay. Et donc, c'est autour de ça que les discussions doivent se cristalliser. C'est-à-dire des projets concrets, avec des timelines, avec des objectifs concrets, avec des livrables mesurables. Maintenant, ça n'empêche pas qu'il y ait des déclarations. C'est le propre du politique. Il donne une vision. Le politique n'est pas un chef d'entreprise. Il ne va pas vous donner des programmes de... Et ça, il appartient aux technostructures des deux pays de mettre en œuvre tout cela. Mais il faut que les politiques veillent à ce que ça se fasse. Au-delà des déclarations qui tracent un projet, une vision, il faut qu'ils veillent à ce que, entre deux visites, qu'est-ce qui a avancé, qu'est-ce qui n'a pas été fait pour qu'on le fasse. On va marquer une toute petite pause. Karim Droné pour les infos et on se retrouve pour, non pas la suite du débat sur le même sujet, mais on va parler des relations entre le Maroc et la Mauritanie, parce que là aussi, il y a pas mal de choses qui se passent et qui nous intéressent. À tout de suite. Codeur d'Atlantique matin, toujours avec Hicham Lebiod et Nabil Adel. On passe au deuxième sujet programmé aujourd'hui. Nous allons parler des relations entre le Maroc et la Mauritanie parce qu'il y a eu pas mal de développements, j'allais dire ces dernières heures, ces derniers jours, mais aussi ces dernières semaines. Souvenez-vous de la visite du président mauritanien au Maroc qui a été reçu à Casablanca, il me semble, par Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et puis, ce qu'on a appris dernièrement, c'est qu'une nouvelle liaison terrestre allait bientôt être livrée, opérationnelle, une route reliant la ville de Smara à la frontière mauritanienne via Amgala et Tifariti. On est à un taux d'avancement de 95%. Et le projet est prévu d'être livré pour 2025. Pourquoi on en parle et pourquoi c'est une infrastructure ou un projet important ? Parce que forcément, ça implique le voisin algérien et surtout les séparatistes du Polisario. Et ça rentre dans une nouvelle logique entre Rabat et Nouakchott qui est de consolider les relations qui sont ce qu'ils sont depuis pas mal d'années. Et ça nous renvoie aussi à des interrogations. On peut facilement imaginer que du côté de l'Est et du côté des séparatistes, on voit d'un mauvais œil ce rapprochement géostratégique très important entre le Maroc et la Mauritanie. Et la question que j'ai envie de vous poser pour commencer, Nabil Adel, est-ce qu'on doit s'attendre à une réaction de la part des séparatistes du Polisario et de l'Algérie, bien évidemment, qui est derrière, comme ce qu'on avait vu, par exemple, on se souvient des épisodes de Guerguerat en 2020, il me semble. Est-ce qu'il y a un risque que cela se reproduise ou est-ce que, on va le dire comme ça, la leçon a été bien donnée et bien comprise en 2020 ? En fait, quand on a à côté un régime instable, et je parle émotionnellement, qui réagit, on a vu le chapitre avec l'Espagne, ils ont fait tout un... Avec la France aussi. Maintenant, ils sont revenus avec l'Espagne. Oui. Maintenant, ils cherchent à améliorer les relations. Donc, c'est une décision qui est extrêmement réactive. Donc épidermique, on ne mesure pas. Donc, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri d'une réaction imprudente. Maintenant, cela dit, deux choses ont changé. La première, c'est que Guerguerat, ils ont mal calculé leur coût et du coup, le Maroc a récupéré définitivement, il a scellé ce problème. Si maintenant, ils s'avisent à faire la même chose, ça sera la zone tampon. Et on n'en parle plus. Ça sera quoi ? La zone tampon. La zone tampon. Le Maroc peut rentrer dans la zone tampon et on n'en parle plus. Le risque est d'autant plus grand que cette nouvelle route terrestre reliant le Maroc et la Mauritanie se trouve à l'intérieur des terres et plus proche de la fameuse zone tampon et de la frontière aussi avec l'Algérie. En tout cas, je pense que le message de Guerguerat a été envoyé et on a vu les réactions en chaîne qui ont suivi le Guerguerat, la reconnaissance américaine. Bon, tout ça vient de ce point de Guerguerat. Donc, si maintenant, ils n'ont pas retenu la leçon, ça peut être l'occasion pour le Maroc, si jamais il s'avise à faire un acte imprudent, de récupérer la zone tampon et on n'en parle plus. Parce que dans ce cas, ils seront dans une position d'agresseur. Pourquoi ce genre d'infrastructure est important ? Vous savez, le monde vit par le commerce. Okay ? Et vous pouvez toucher beaucoup de choses, on vous laissera tranquille, mais pas le commerce. D'ailleurs, si le Maroc a réussi à montrer à la communauté internationale que le Guerguerat c'est une opération propre, c'est parce qu'elle a bloqué le commerce entre l'Europe et l'Afrique. Maintenant, nous sommes dans une dimension où il faut intégrer davantage l'Afrique au réseau du commerce mondial. Notamment les pays du Sahel. Les pays du Sahel. Donc ces projets-là rentrent dans cette dynamique. On ne va pas laisser un ramassis de 300-400 bonhommes venir mettre la zizanie dans un projet stratégique et important pour le continent. Même l'Union africaine
devrait prendre ses responsabilités parce que le Maroc désenclave et il ne peut pas permettre ce genre de comportement. Ce sont des projets dans l'intérêt des communautés. Ça va créer beaucoup d'opportunités de commerce. Et qui dit commerce dit emploi, dit sortie de la précarité. Donc, ce sont des projets qui sont grands et structurants. Maintenant, si certaines parties, et je parle de l'Algérie et du Polisario, ont des calculs qui sont les leurs, il faut qu'ils sachent. Assumer les conséquences. Ils devront en assumer les conséquences. Merci beaucoup. Hicham Labiod, l'importance géostratégique, géoéconomique de cette nouvelle route terrestre qui sera bientôt ouverte entre le Maroc et la Mauritanie, et puis les risques aussi qui peuvent survenir à l'avenir. La Mauritanie est une carte incontournable pour le Maroc, dans la gestion effectivement du dossier du Sahara marocain. Les relations maroco-mauritaniennes ne sont plus à démontrer en termes d'intérêt, en termes de volume, on va dire en termes de croissance. Je reviens tout à l'heure sur un autre aspect qu'on n'a pas abordé tout à l'heure dans les relations maroco-françaises par rapport à la diplomatie, mais sur ce qui est de l'ouverture d'une deuxième antenne, ça rentre bien entendu dans la stratégie afro-atlantique lancée par Sa Majesté, et aussi pour serrer les taux, on va dire, sur le Polisario et pratiquement jouer la carte du fait accompli que le Maroc cherche effectivement à mettre en œuvre pour justement donner du sens à cette vision sur l'Atlantique. Ce qu'on pourrait aussi rajouter par rapport à la volonté effectivement de la Mauritanie, parce qu'à un moment donné, la Mauritanie n'était pas très stable, on va dire, n'était pas très prévisible en termes de position vis-à-vis du Sahara marocain. Elle était un coup avec l'Algérie, un coup, elle nous fait un faux semblant effectivement d'être effectivement du côté marocain. Mais là, la stratégie de Sa Majesté, c'est pour mettre effectivement la Mauritanie devant le fait accompli. Le fait que le président mauritanien vienne au Maroc, rencontre Sa Majesté et s'inscrive justement, n'oublions pas entre-temps, la visite de Sa Majesté aux Émirats Arabes Unis. Ça aussi, c'est des épisodes effectivement dans un grand feuilleton qui démontre effectivement de cette stratégie, de cette grande stratégie effectivement afro-atlantique, avec des investissements qui arrivent, avec effectivement des ouvertures à l'international, avec aussi l'implication de la communauté internationale, avec la vision du Maroc. Dire effectivement que nous ne sommes pas dans une vision militaire, et ça on ne le dit pas assez, le Maroc n'a pas peur du militaire. Le Maroc, il a une armée effectivement qui est capable d'aller effectivement vers une confrontation avec... J'ai une question à vous poser en lien avec cette infrastructure dont on parle aujourd'hui, et surtout en lien avec le projet de désenclavement des pays du Sahel. On parle du Mali, du Nigeria, du Burkina Faso. Alors tous ces grands projets, ces grands chantiers géostratégiques, est-ce qu'ils rentrent effectivement dans le cadre d'une vision non pas économique, mais surtout diplomatique? Autrement dit, est-ce qu'à travers l'économie et les projets économiques sur le très très long terme, on essaie d'avoir des gains sur le volet diplomatique et d'étouffer ceux qui nous veulent du mal, en l'occurrence l'Algérie et le Polisario? Parce que, in fine, tous les autres pays concernés de la région voient bel et bien que d'un côté, vous avez des projets qui se projettent vers l'avenir et vers l'intérêt des populations et du bien commun, et de l'autre, vous avez un discours dépassé, qui est guerrier, qui n'augure de rien de bien. Est-ce que les projets économiques sont au service surtout d'une vision diplomatique long-termiste? L'Afrique, effectivement, a besoin effectivement de projets économiques d'envergure. L'Afrique a besoin de changer de fusil d'épaule, comme je le disais tout à l'heure. L'Afrique se targue d'un certain nombre d'atouts, une jeunesse effectivement qui en veut, une Afrique qui demande aussi une révision de son mode de gouvernance. N'oublions pas que le Maroc cherche effectivement à jouer la carte des mains propres au niveau de l'Afrique pour montrer que nous sommes sur une approche nouvelle par rapport à l'Afrique, sur une approche de construction, de co-construction avec les Africains, et surtout montrer les limites de l'approche algérienne, parce que qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. On est en concurrence on est dans une espèce de parasitisme algérien effectivement par rapport à ce que nous faisons. Et je dirais pas qu'on soit en concurrence, on se défend. Parce qu'être en concurrence, c'est déjà non, en concurrence donner du crédit à la... Non, en concurrence dans le sens effectivement ce pouvoir de nuisance des Algériens nous apporte du tort, et nous sommes obligés effectivement d'aller chercher d'autres leviers effectivement
pour pouvoir faire avancer la chose. Et le levier économique, comme ça a été le cas pour la France, puisque n'oublions pas que c'est les intérêts économiques qui ont poussé effectivement vers des intérêts diplomatiques et politiques pour changer effectivement la carte avec la France. Nabil Adel. Même question? Oui, même question. Alors, aujourd'hui, le sujet est très simple. Le Maroc est en train de gérer la fin de ce conflit. D'une manière à préserver à la région un conflit armé. Donc, la succession des reconnaissances met l'Algérie dans une position très inconfortable parce qu'elle devra rendre compte de sa gestion de ce dossier pendant un demi-siècle et tout l'argent qu'elle y a mis. L'un des éléments sur lesquels le Maroc s'est appuyé, c'est l'élément économique et c'est l'élément infrastructurel, c'est-à-dire de grands projets qui rendent tout retour en arrière impossible. Okay. Et donc aujourd'hui, il continue avec des projets, de grands projets. Attention, le projet Façade Atlantique, c'est un énorme projet. Le gazoduc, c'est un énorme projet. Ça s'inscrit sur le très long terme. Et vous savez, on parle le gazoduc, on parle de 25 milliards de dollars quand même. Au minimum. Ce sont des projets énormes. Mais ce sont des projets qui changent au moins le côté ouest de l'Afrique pour une longue période. Et donc, beaucoup de grandes puissances voient que ça, c'est une voie d'avenir. Il n'y a aucun retour en arrière. Et donc, l'élément économique, c'est l'élément qui a scellé ce dossier et qui continuera à le faire. Plus le Maroc viendra avec des projets concrets, et là, je me réjouis du chiffre que vous avez avancé, ça a été communiqué. Là, on avance des chiffres. 95%, ça a été réalisé. Et je pense qu'une autre, c'est 88%. Ça, il y a des chiffres. C'est imminent, là. L'infrastructure, elle est quasiment terminée. Ouais. En fait, au-delà du fait qu'elle soit terminée, on annonce des chiffres. Ouais. C'est concret. C'est du concret, oui. C'est pas que des déclarations. Je pense que l'Algérie a annoncé une route concurrente. Ça fait je sais pas combien d'années. On n'a pas d'éléments concrets. Donc, ces éléments, d'abord, renforcent la crédibilité du Maroc sur la scène internationale. C'est un acteur qui dit ce qu'il fait ce qu'il dit. Et deuxièmement, il vient à chaque fois avec de nouveaux projets. Le gazoduc, la façade atlantique, le grand développement des ports sur Dakhla et j'espère sur le Gouéra. Des projets d'abord qui intéressent beaucoup d'acteurs parce qu'ils voient de l'argent à gagner. Et puis, ma foi, ça permet aux populations locales de sortir d'une logique de confrontation éternelle pour entrer dans une logique de développement et de prospérité. Ça, ce sont plus le Maroc accentue des projets comme ça, plus il met sur la table des projets, et pas que des projets comme il faut les faire, c'est-à-dire planifier, financer, réaliser. Voilà, donc là, ça renforce la crédibilité et puis ça permet à davantage d'acteurs de ne pas vouloir rater le train et je pense que demain le Nigeria va venir, je pense que le Kenya est en train de bouger dans ce sens, donc ils ne voudront pas passer à côté de l'opportunité historique. Merci beaucoup Nabil Adel, merci Hicham El Abiad, la discussion était passionnante et très intéressante comme elle l'est d'ailleurs toujours avec vous, je vous souhaite une excellente fin de journée, je vous dis à bientôt. Ramadan Moubarak Saïd par avance, à vous deux. Karim Drouani lui revient dans quelques instants pour le journal de 9h30.